Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre le SQL. Dans une vidéo précédente, on a pu voir comment créer une base de données et donc on pourrait s'attendre à aujourd'hui avoir une vidéo sur comment créer les tables, qui sont les prochains échelons. Or, pour créer des tables, il va falloir créer des colonnes. Et les colonnes, il faut savoir qu'elles sont typées. Il va falloir donner un type de données à nos colonnes pour qu'elles puissent savoir comment est-ce qu'elles doivent les stocker, comment elles vont les manipuler, comment elles vont tout simplement les traiter. En effet, on va lui dire, on ne traite pas de la même façon une date qu'un entier, qu'une chaîne de caractères. Donc c'est très important quand on va définir les colonnes de trouver le type adéquat. Du coup, je me suis dit, plutôt que d'attaquer directement les tables, pourquoi ne pas faire une vidéo dédiée au type SQL? En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les types SQL ne sont pas universels. Il n'y a pas dans l'absolu des types qui sont strictement égaux. En fait, cela dépend du SGBD utilisé. Donc dans cette vidéo, je me suis focalisé que sur 3 SGBD, qui sont MySQL, SQL Server et Oracle. Ce sont les plus utilisés, je sais qu'il y en a bien d'autres, sûrement, et il y a même toute une branche avec le NoSQL pour Not Only SQL, mais pour le moment, je me focalise que sur ces 3-là parce que c'est les plus utilisés en termes de SGBD SQL pur. Et vous allez voir que déjà avec ces 3-là, il y a pas mal de différences. Donc commençons tout d'abord avec un petit disclaimer. Je tiens à préciser que j'ai travaillé pendant des années avec MySQL et qu'aujourd'hui, dans le cadre professionnel qui est le mien, j'utilise essentiellement SQL Server. Du coup, personnellement, je n'ai jamais utilisé Oracle. Donc après, tout ce qui est issu de cette diapo me vient de la documentation officielle, que ce soit pour MySQL, SQL Server ou Oracle. Donc après, je pense qu'elles sont relativement justes, c'est les docs officiels. Mais voilà, je n'ai pas pu tester pour Oracle, du coup je m'excuse par avance des potentielles erreurs que j'ai pu commettre. Si vous envoyez ou si vous avez des compléments à apporter, n'hésitez pas à utiliser la zone des commentaires. Non seulement ça vous permettra d'expliquer aux autres un domaine que vous maîtrisez, et puis moi ça me permettra également d'apprendre ce domaine que je ne l'utilise pas. Ensuite, je tiens quand même à préciser et à rappeler que l'informatique c'est quelque chose qui évolue constamment. Ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, donc bien qu'il y ait des types qui soient, on va dire, je pense, éternels, dans le sens où on stockera toujours des entiers et on stockera toujours des chaînes de caractères, les noms des types peuvent changer, des nouveaux types peuvent apparaître, et au contraire, d'autres peuvent disparaître. Donc il est possible que vous ayez des types qui n'existent plus dans cette vidéo, tout comme il est possible qu'il y ait des types très importants, mais que je n'ai pas abordés, peut-être parce qu'à l'époque ils n'existaient pas. Donc je rappelle que cette vidéo elle est faite en février 2007. Donc voilà, c'était le petit disclaimer. Maintenant, s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Je ne suis qu'un homme. Donc commençons par la base, les nombres entiers. Donc sous MySQL, on a toute la famille des int. Int pour integer, donc entier. On peut le voir, tiny int, small int, medium int et big int. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'intervalle sur lequel notre nombre peut être. Si je prends par exemple un tiny int, ça va être stocké sur un seul octet. Du coup, ça veut dire que mon nombre ne peut être compris qu'entre moins 128 ou 127. Alors il y a une précision qu'on verra dans une autre vidéo qui est le principe du unsigned qui permet de dire je ne veux pas des négatifs, du coup tout l'espace que je perds en étant dans les négatifs je les rajoute dans les positifs, du coup mon moins 128 et 127 devient 0 et 255. Et ça on le verra quand on parlera de la création des colonnes. C'est pas l'objectif, là on parle vraiment type de données. Et donc on peut voir que plus on va du tiny jusqu'au bin int, la taille de notre stockage va augmenter, ce qui va nous permettre de stocker de plus en plus de gros nombres. Après, il convient d'utiliser celui qui nous paraît le plus adéquat. Je pense par exemple que si je dois stocker un âge, l'âge il va être compris entre 0 et 255. Donc je ne vais pas utiliser un big int, parce qu'un big int ça va me prendre 8 octets pour rien. Si c'est pour stocker un âge, j'utilise un tiny int. Donc ça c'est pour MySQL. Sur SQL Server, c'est globalement semblable. On a du tiny int, du small int, du int et du big int. En fait, la principale différence que l'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas le medium int. En effet, sur SQL Server, on n'utilise que les puissances de 2, donc 1 octet, 2 octets, 4 octets, 8 octets. Il n'y a pas de 3 octets. Donc il n'y a pas de medium int. Ensuite, sur Oracle, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que eux, ils n'ont pas de nombre entier, nombre à virgule, nombre. Ils utilisent un type vraiment générique et qui s'appelle number.
il contient donc des nombres positifs qui peut aller de 1 fois 10 puissance moins 130 à 9,999999 fois 10 puissance 125. Il faut savoir qu'on peut avoir 38 chiffres après la virgule. Dans les négatifs, c'est pareil, mais avec des négatifs, c'est-à-dire de moins 1 fois 10 puissance moins 130. Et ici, je me suis trompé, enfin j'ai oublié un moins, c'est jusqu'à moins 99999 fois 10 puissance 125 avec 38 chiffres après la virgule. Évidemment, il y a également le nombre 0, et également le type number peut également stocker, ce qui n'est pas vraiment un nombre, qui est un concept, mais il peut stocker un positif infini et un négatif infini, donc plus ou moins l'infini, mais ça c'est seulement à partir de la version 5. Donc vous pouvez voir déjà de base, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo sur les types, parce que déjà rien que sur les nombres entiers, il y a quand même certaines différences, surtout pour Oracle. Attaquons-nous maintenant aux nombres décimaux. Alors il y a les nombres décimaux qui sont dits exacts, c'est un nombre à virgule qui seront toujours à taille fixe. Je pense par exemple si je prends un prix, il y aura toujours 2 chiffres après la virgule. Si je prends un huitième c'est toujours 3 chiffres après la virgule. J'ai une taille qui de toute façon ne débordera pas. C'est pas un nombre infini, un nombre qui continue pendant un long moment et qui peut être de durée variable. Pour les types, on va dire fini, fixe, on a ce qu'on appelle décimal ou numérique, selon que l'on soit en MySQL ou en SQL Server, et ces types sont paramétrables. On peut prendre deux valeurs, comme on appelle généralement P et S. Donc P, ça signifie la précision, ça veut dire combien de chiffres notre nombre va pouvoir contenir. Donc sous MySQL, le P, ça peut être 65, ça veut dire que dans mon décimal, je vais pouvoir stocker 65 chiffres, alors que sur SQL Server, j'en ai que 38. Et on a également S, qui est, on va dire, la scale, ça veut dire l'échelle, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc ça veut dire, par exemple, sur la précision, combien vont se trouver après la virgule. Si, dans le cadre du prix, je vous ai dit, vous avez 2 chiffres après la virgule, donc ça veut dire que S, vous allez mettre 2. Donc dans le cas de MySQL, nous avons un S qui est égal à 30, donc ça veut dire que vous allez pouvoir, sur les 65 nombres, vous allez pouvoir en mettre 30 après la virgule. Alors que sur SQL Server, là la limite est un peu plus élevée, c'est 37, ça veut dire qu'il vous faut forcément un nombre dans l'unité, c'est pour ça que c'est 1 de moins que P, et ensuite vous êtes libre de mettre 37 chiffres après la virgule. Donc là vraiment c'est pour les trucs qui ne dépassent pas, c'est pour les nombres fixes, c'est là où ce n'est pas une approximation, ce n'est pas quelque chose qu'on va arrondir au bout d'un certain nombre de nombres après la virgule. Si au contraire c'est quelque chose qui est une approximation, un arrondi, quelque chose qui n'est pas fini, fixe, alors on va plutôt utiliser un float. Dans le cas des floats, en fait il n'y a pas de S, donc il n'y a pas de scale, c'est vraiment combien de nombres je vais pouvoir stocker. En l'occurrence, pour MySQL, on a un float avec 23 chiffres. Ça veut dire que lorsqu'on fait un float, on va pouvoir mettre 23 chiffres avec une virgule potentiellement où on souhaite. Toutefois, il y a un autre type qui s'appelle double et qui revient en fait à faire un float, mais cette fois avec un maximum P de 53. Ça veut dire qu'on va pouvoir, avec un double, faire 53 chiffres pour composer notre nombre. Pour SQL Server, lui, le float, en fait, par défaut, c'est un double dans MySQL, ça veut dire que le float, c'est un maximum de 53. Ça veut dire qu'un float sur SQL Server, ce n'est pas 23 comme sur MySQL, mais c'est vraiment 53 chiffres. Par contre, SQL Server a un type un petit peu particulier qui, lui, se rapproche du float MySQL, qui est le type réel. Un type réel, en fait, c'est un float 24. Donc ça veut dire que vous allez avoir 24 chiffres dans votre float, avec une virgule que vous pouvez positionner un peu où vous voulez. Donc voilà ce qui est pour les nombres décimaux. Je rappelle quand même que pour Oracle, ils utilisent number. C'est un truc qu'on a vu juste avant. Donc voilà, soit vous avez quelque chose qui se termine et qui n'est pas arrondi, dans ces cas-là vous utilisez décimal numérique, ou bien si c'est vraiment une approximation, un arrondi que vous allez faire au bout d'un certain temps, et bien vous utilisez un float. Donc voilà pour les nombres. Maintenant attaquons les dates et les heures. Donc globalement ils utilisent tous à peu près le même système, tous sauf Oracle. Ça veut dire qu'on va avoir un type date qui va nous permettre de stocker juste la date. Donc en l'occurrence
elle existe sur MySQL et sur SQL Server, et le format c'est toujours année sur 4 chiffres, le mois sur 2 chiffres, et le jour sur 2 chiffres, avec des tirets entre chaque élément. Donc sur MySQL, le tout début de notre intervalle, ce n'est pas 00 comme on pourrait s'y attendre, c'est 1000-01-01, c'est-à-dire le 1er janvier de l'année 1000. Et sa dernière année, ça va être le 31 décembre 9990. Sur SQL Server, globalement c'est pareil, au détail que lui, le début, c'est le 1er janvier de l'année 1, donc un intervalle un petit peu plus grand. Donc ensuite, nous avons le type time. Le type time, il est du format suivant. Les heures sur 2 caractères, 2 points les minutes sur 2 caractères, 2 points les secondes sur 2 caractères, point, et un nombre n que vous allez voir est variable en fonction du SGBD. Donc le truc, les n que l'on peut voir à la suite, c'est vraiment ce qu'il y a après la seconde. Donc c'est les millisecondes, nanosecondes, centièmes de seconde, dixièmes de seconde, et ainsi de suite. Donc dans le cas de MySQL, il y a 6 n, ça veut dire qu'on va pouvoir descendre jusqu'à la microseconde. Sachant que les heures, me demandez pas pourquoi, on peut aller jusqu'à moins 836 heures, 59 minutes et 59 secondes, puis bah si vous voulez, point 999999969, jusqu'à 838, 59 minutes et 59 secondes, point 9999999 si vous voulez. Stocker des heures négatives, pourquoi pas, c'est un concept. Ça peut être utile dans certains cas, j'imagine. Sur SQL Server, non, la notation, elle n'existe pas. La notation, ça va de 0 jusqu'à 23h, 59 minutes et 59 secondes. Et elle peut aller jusqu'à 7n, donc c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 100 nanosecondes en termes de précision. Enfin, les deux SGBD ont un type qui s'appelle DateTime, qui, surprise, est en fait l'union des deux. Donc ça veut dire que je vais stocker la date et l'heure, et comme vous pouvez le voir sur le format, en fait c'est juste la concaténation des deux. Donc il faut savoir que dans les deux cas, en fait, ils ont deux types distincts. Donc sur MySQL, on a un timestamp qui lui commence en fait à partir du 1er janvier 1970 et qui se termine en 2038. Du fait que ça se termine en 2038 quand même, je vous invite à ne pas utiliser le timestamp. L'avantage du timestamp en fait, c'est que comme vous pouvez voir, l'intervalle est beaucoup plus petit et du coup en espace de stockage, il consomme beaucoup moins. Mais voilà, enfin à partir de 2018, le timestamp il sera plus bon. Donc je vous invite directement à passer au datetime. Donc le datetime, lui, ça reprend la plage de début, donc c'est-à-dire le 1er janvier de l'année 1000 à l'heure 000, et ça s'arrête le 31 décembre de l'année 9999 à 23h59, et potentiellement, je vous rappelle, là aussi il y a les microsecondes, nanosecondes, etc. Donc vous pouvez utiliser le nombre de n que vous voulez. Sur SQL Server, nous avons le type datetime, qui est, on va dire, à peu près semblable. La logique, en tout cas, est la même. L'idée, c'est de réduire l'intervalle pour pouvoir optimiser l'espace de stockage. Donc le datetime, lui, commence en 1753, le 1er janvier. Et par contre, contrairement au timestamp, lui, il se termine le 31 décembre 9999 à 23h59. 59 et 99999. Donc comme il n'y a pas la restriction 2038, si la date que vous voulez stocker est supérieure à 1753, je vous invite à utiliser vraiment le datetime, c'est le type à utiliser. Par contre, il est possible que vous souhaitez stocker des dates inférieures à 1753, pourquoi pas. Dans ce cas, vous allez avoir une plage un peu plus grande et donc un espace de stockage consommé un petit peu plus grand. Mais c'est tout à fait possible via le type datetime 2. Elle va du 1er janvier de l'année 1 jusqu'au 31 décembre du 9999 ans. Là vous allez me dire, ouais mais c'est très bien, tu as MySQL, SQL Server, quid de Oracle? Tu nous as dit que tu allais nous parler des trois, pourquoi est-ce que là il n'y en a que deux? Parce qu'Oracle, encore une fois, a son propre type générique qui fait tout. C'est vraiment, Oracle en fait, il a des types qui fait le café, il gère tout. Donc en fait, Oracle a un type date qui vous permet d'aller jusqu'en 4712, donc le 1er janvier 4712, donc BCE, ça veut dire Before Common Area, donc avant notre ère,
Donc en fait ça veut dire avant Jésus-Christ. Hein. Donc ça veut dire qu'en réalité on peut aller au 1er janvier 4712 avant Jésus-Christ. C'est le seul qui va avant Jésus-Christ hein, au passage. Et ça peut aller jusqu'au 31 décembre 9999 Common Era, donc après Jésus-Christ. Sachez que ce type d'app nous permet également de stocker les heures, donc sous le format heure, minute, seconde, qui est sensiblement le même que sur les autres RGBD. Enfin, Oracle ajoute également un autre type qui s'appelle timestamp, qui potentiellement peut être paramétré. On peut donner en paramètre le nombre après la seconde que l'on aimerait avoir, donc en maximum 9, donc ça veut dire que lui on va vraiment à la nanoseconde. Et il faut également savoir que Oracle a une gestion des fuseaux horaires que l'on peut préciser en rajoutant par exemple with time zone ou with local time zone. Ça veut dire que quand on met une date, ça va décaler de 1, de 2, de 3, de 12, etc. en fonction de où vous vous trouvez sur le globe. Alors où vous vous trouvez peut-être pas, sur quel fuseau horaire est configuré le serveur. Hein. C'est ce qu'il faut entendre. Alors ensuite, on a les données alphanumériques. Donc là, on commence à rentrer dans un truc un peu plus intéressant que les nombres. On attaque les chaînes de caractères. Donc dans un premier temps, on va avoir les chars, les vars et leurs associés en Unicode. Donc tout d'abord nous avons les chars pour caractère en fait, j'appelle ça char mais en fait il faut le dire à l'anglaise, donc c'est car pour character. On va pouvoir lui définir une taille, donc un n. En l'occurrence, sur le cas de MySQL, ça va être 255, ça veut dire que ça va être une chaîne de caractères de taille de 255 caractères. Il faut bien voir que le type char en fait va faire ce nombre que vous mettez en paramètre. Ça veut dire que si vous mettez ici 255, si je mets juste Yann, par exemple, je vais occuper 4 lettres, mais derrière, en fait, ça va être complété par des espaces. Donc je vais avoir Yann, et espace, 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 jusqu'à atteindre les 255 caractères. Pourquoi? Parce que j'ai dit que cette colonne allait stocker une chaîne de caractères de 255. Donc il faut bien voir que c'est vraiment une taille fixe. Si je mets 255, mais je ne suis pas obligé, hein, je peux mettre 100. Si je mets 100, alors quoi qu'il arrive, ma chaîne de caractères fera 100 caractères. Sur SQL Server, la limite est à 8000 et sur Oracle, elle est à 2000. Mais vous pouvez voir que ce n'est pas très intéressant. Si je mets que Yann, je ne veux pas stocker 255 caractères par exemple. C'est stupide, j'ai envie de stocker 4 caractères. Donc pour ça, on a fait le type varchar. Donc varchar, c'est semblable à char, donc caractère, hein, var caractère, pour variant caractère en fait. Non, varying, excusez-moi, varying caractère. Et c'est pareil, sauf que cette fois, ce n'est plus à taille fixe, c'est à taille variable en fonction de ce que l'on met à l'intérieur. Donc si je décide de mettre que Yann, au lieu de prendre par exemple le maximum, ou la taille que je lui ai définie en paramètre, par exemple si je mets varchar de 100, au lieu de prendre 100 caractères, si je mets Yann, ça va me prendre que 4 caractères. Comprenez bien qu'en règle générale, varchar est beaucoup plus utilisé que char. Après, char a l'avantage de justement pouvoir compléter ce qui manque par des espaces, et donc ça peut être pratique par exemple si je veux faire un tableau par taille de colonne et que je veux être sûr que mon entrée a une taille fixe. Donc voilà, après ça dépend des usages, mais en règle générale on utilise essentiellement du varchar. Donc sur MySQL, la taille elle augmentée, on est à 65 535 donc de puissance 16 hein, si je me souviens bien. Sur SQL Server, la taille c'est toujours 8000, mais contrairement à MySQL, SQL Server a un mot-clé qui s'appelle max. Et si on fait un varchar max, on peut alors atteindre la taille de 2 Go, qui est relativement gros quand même, 2 Go. Et sur Oracle, on a un type qui s'appelle varchar 2. Il ne faut plus utiliser varchar 1, d'après ce que j'ai lu, enfin varchar, il n'y avait pas de 1. Maintenant, il faut utiliser varchar 2 qui est une version un peu améliorée et qui a un max à 4000 caractères. Alors après, vous pouvez être étonné, on retrouve exactement la même chose. Comme vous pouvez voir, les tailles sont un petit peu les mêmes. La seule chose qui diffère, c'est qu'il y a un N devant. Qu'est-ce que veut dire ce N? En fait, ce N veut dire National Character ou National Varying Character. On va utiliser de l'Unicode. Donc l'Unicode, je rappelle, c'est l'alphabet un peu plus complété avec par exemple les lettres arabes, chinoises,
mais les caractères spéciaux, mais aussi les accents, tout ce qu'on a pu voir en fait dans les collations, hein. Je vous rappelle la partie sur les collations, sur l'UTF-8 et l'Unicode. Et bien, si vous voulez stocker ces données-là, il va falloir utiliser des nchar ou nvarchar, sinon en fait ça sera mal sauvegardé, et du coup vous allez voir les fameux caractères spéciaux, alors des points d'interrogation dans des losanges noirs, ou parfois vous allez avoir des A avec des tildes, et puis des points d'interrogation, des trucs un petit peu bizarres. Voilà, ça vous donnera des caractères qui sont mal encodés. Donc si vous voulez stocker sur l'alphabet étendu, on va utiliser du nchar ou du nvarchar. Par contre, du coup, et finalement, on va stocker ça sur une plage un petit peu plus grosse. En gros, on va plus prendre un octet par caractère, mais 2. Du coup, ça explique pour SQL pourquoi est-ce que la taille est divisée par 2. Parce qu'en fait, ici, chaque caractère va prendre 2 fois plus d'espace que dans le char ou le varchar. Donc là, vous m'avez vu, j'ai parlé de caractères. Or, un caractère, c'est un octet. Moi, si je veux stocker une suite de binaires, c'est pas très logique de encoder le 0 et le 1 en octets. On va dire, ouais, je perds de la place pour rien. C'est pour ça qu'on a inventé des types semblables juste pour le binaire. Donc pour le binaire, on a binary, qui va nous permettre de stocker cette fois 255 nombres entre 0 et 1, et donc de faire une suite de binaires. Mais cette fois, ça va plus être des caractères qui vont être codés sur un octet, donc sur 8 bits. Donc je vais pouvoir stocker dans un binaire 250 bits. Et donc derrière, je gagne vraiment en espace. Sur SQL Server, je peux aller jusqu'à 8000 bits. Sur Oracle, en tant que tel, je n'ai pas trouvé d'équivalent. En fait, ils utilisent row. Et row, en fait, c'est l'équivalent de var binary. Donc, c'est la même chose que pour les caractères au-dessus. En fait, quand vous rajoutez var, en fait, c'est pour dire que c'est variable, dans le sens où je ne prends pas le maximum que j'ai passé en paramètre n. C'est, je prends au maximum la caractère n, mais si c'est inférieur, je prends moins d'espace. Et donc on retrouve les tailles que l'on peut voir, donc le maximum de 65 535 pour MySQL, de 8000 pour SQL Server, et toujours le mot-clé max qui nous permet d'aller jusqu'à 2 gigas. Du coup, je me suis trompé, c'est 2 gigabits, j'imagine. Et on a également row, cette fois de Oracle, qui lui peut aller jusqu'à maximum 4000 caractères. Donc parlons cette fois un peu des objets larges. Ça veut dire des plus gros objets, ça veut dire par exemple des images, de la musique, en fait de tout ce qui est, on peut dire, fichier binaire. Je lis un fichier, je peux donc lire une chaîne binaire, mais là on ne parle plus juste de 4000, là on parle vraiment de données un peu plus volumineuses. Et ça, alors là-dessus, ce qu'on appelle donc les larges objets, donc LOB, L-O-B, large, et OB pour object. Là-dessus, chacun a ses moyens de stocker. En fait, ces genres de larges objets, en règle générale, ce qu'ils sont faits, c'est qu'ils sont non pas stockés dans la table, mais sur des fichiers à part, des fichiers qui sont pas restreints aussi facilement que les données des colonnes. Et en fait, les colonnes vont simplement pointer sur ce fichier-là. Donc sous MySQL, on a ce qu'on appelle des blobs, donc pour binary large object, et text pour des caractères. Et à l'instar des int, ça se décline sur différents formats. Donc c'est des tiny pour tiny blob ou tiny text, blob ou text, medium blob et medium text, et long blob et long text. Donc je rappelle, blob c'est pour binary large object. Donc ici je vais stocker du binaire, donc je peux aller jusqu'à 250 bits, et tiny text, c'est je peux aller jusqu'à 250 caractères. Et ensuite, après, je pense que vous savez lire, après c'est aussi que les puissances de 2 positifs, donc ça casse pas 3 pattes à un canard. Sur SQL Server, ah non, on attaque sur Oracle, d'accord. Et sur Oracle, ils sont pareils, ils ont ce qu'on appelle des blobs, pour binary large object. Ils ont club, donc le C, je me souviens plus pourquoi c'est, mais c'est pas forcément grave. Et nlob, alors ça c'est toujours le national lob, donc c'est pour si vous avez des caractères Unicode à l'intérieur. Sachez que Oracle avec ces types là peuvent stocker jusqu'à 128 terabits. Donc en fait là vraiment ce qui va limiter c'est votre espace disque. Globalement Oracle ne vous limite pas, on va dire, sur les tailles, parce que avant que vous atteigniez 128 terabits pour un champ, vous êtes costaud. Franchement, vous êtes costaud. Perso, j'en ai jamais eu l'usage.
Après, j'imagine qu'il y a bien des secteurs qui ont nécessité. Après, Et enfin, pour SQL, il n'y a pas vraiment de type spécifique pour les large objects. En fait, ce qu'on utilise, on utilise les varchar et le var binary avec la valeur max, comme je vous l'ai dit, qui nous permet d'atteindre 2 gigas de données. Donc là, globalement, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment les types communs. C'est des types que l'on va trouver de partout, qui sont régulés dans les normes SQL, etc. Alors on peut voir qu'il y a eu des différences, etc. Il y a eu plein de différences, mais globalement on est capable de convertir et de passer d'une donnée à une autre. Il y en a d'autres où c'est vraiment plus spécifique. Par exemple, dans le cas de MySQL, on a par exemple ce qu'on appelle des enums et des sets. Les enums, en fait, c'est comme des enums dans le code, ça veut dire qu'en fait on va dire certaines valeurs que peut prendre ma variable, ma colonne. Par exemple, je vais faire un enum de couleur et je vais dire ça peut prendre comme valeur rouge, bleu ou vert. Et ici, j'ai dit ma valeur peut prendre soit comme valeur rouge, soit vert, soit bleu. Donc en gros, j'ai fixé les valeurs que peut prendre mon enum. Et donc forcément, je ne pourrais stocker que ces 3 trucs dans ma colonne. Donc là, j'en ai pris 3, vous pouvez en mettre plein. Le set, c'est exactement la même chose, sauf que là, ce n'est plus exclusif. Il n'y a plus qu'un seul élément, ça peut être plusieurs éléments. Par exemple, ça peut être jaune et vert. Jaune et bleu, ça peut être vert et bleu, ça peut être rouge et bleu. Enfin, vous pouvez faire des compositions de couleurs, comme ça peut être aussi vert, rouge, bleu à la fois. C'est des composés. Vous définissez comme un enum l'ensemble des éléments, mais cette fois, vous pouvez dire qu'un élément peut avoir plusieurs valeurs dans mon enum. Et un autre type un peu particulier et propre à MySQL, ils ont un type qui s'appelle JSON, qui vous permet tout simplement de stocker du JSON. Donc si vous ne le savez pas, c'est le JavaScript Object Notation. C'est un format d'échange qui est très utilisé et qui, au lieu de le stocker aujourd'hui sous forme de chaîne de caractères, vous avez un type dédié et qui est normalement plus optimisé pour stocker le JSON. Sur SQL Server, on a également par exemple money et small money. Ça vous permet de garder des montants et en plus d'avoir le signe de la monnaie, par exemple le signe euro, dollar, de la livre sterling. Nous avons un SQL variant. Donc ça, c'est vraiment, tu lui dis, cette colonne, elle peut stocker de tout. Ça veut dire que je vais pouvoir lui mettre des chaînes de caractères, puis sur la ligne d'après, je vais pouvoir lui mettre un nombre. Et ça peut être, première ligne, ça va être un entier, deuxième ligne, ça va être un nombre à virgule, c'est variant. Donc là, forcément, alors c'est un type qui est pas du tout optimisé, c'est quelque chose qui est assez gros, mais du coup, c'est assez souple. Par contre, si vous devez l'utiliser, c'est que vous avez un problème dans votre conception de base de données. Ça ne devrait pas être utilisé. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors peut-être qu'il y a vraiment des cas spécifiques, mais conceptuellement, je pense que dans ces cas-là, c'est que votre base de données est mal formatée, est mal faite. Votre modèle de données, j'entends, ce qui est MLD, MCD, si vous connaissez Meurize. Et SQL Server a également un type à lui qui est XML. Donc là, c'est pareil que pour JSON, mais c'est optimisé pour stocker du XML. Oracle, de son côté, il a également du XML type. Donc ça va nous permettre encore de stocker du XML de manière optimisée, et il a également URI type, donc c'est vraiment dédié de manière optimisée à stocker une URL. Donc il y en a bien d'autres, moi je vous ai présenté les plus importants et ceux qu'on a tendance à utiliser. Moi je sais que par exemple sur SQL Server, ça m'arrive d'utiliser le type XML par exemple. Alors je m'excuse, c'est vrai que c'est pas la vidéo la plus funky à faire, où finalement je vous ai présenté, je vous ai fait un listing en fait bête et méchant des types que l'on peut retrouver. Je tentais de m'attacher à vous présenter un peu les différences qui existent. Après, je sais que ça va pas être ma meilleure vidéo, ça va pas être la plus funky, c'est pas la plus... Mais malgré tout, en fait, c'est vraiment important parce que choisir le bon type sur une colonne, ça va vraiment influencer sur la taille de votre base de données. Même si aujourd'hui, le prix du kilo-octet, du mégaoctet, ou même du giga, ça coûte quasiment rien, surtout si on est dans du cloud ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, on a des disques extrêmement volumineux. Malgré tout, en fait, la taille d'une base de données, c'est quand même assez important, surtout lorsqu'on fait des exports ou des imports. Moi, je sais que j'ai une base de données chez un client. Aujourd'hui, elle fait plus de 12 gigas. Quand je fais des exports ou des imports, je le sens venir, quoi. Donc voilà, c'est un peu bête de dépenser bêtement
des OT alors qu'on a des types qui sont vraiment là pour optimiser vraiment notre gestion de base de données. On pourrait tous dire chaque type prend une taille maximale et puis point. Non, c'est vraiment on va traiter l'information et on va la stocker de manière optimale. Donc merci pour votre attention, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce en l'air. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, et sur ce, à plus.